messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Point de rencontre. Après quelques temps de silence, nous sommes là pour reprendre après notre passage dans le sud de Nord-Ubangi avec le programme PDL 145 territoires où nous sommes allés constater comment le développement s'enclenche au plus bas niveau. Au plus bas niveau, je puis vous rassurer que la réalité est que de l'espoir, beaucoup d'espoir dans les chefs de nos populations parce que les écoles sont construites, les centres de santé et les bureaux administratifs pour redorer les blasons de l'État ternis avec des infrastructures vraiment obsolètes. Donc ce programme, si ça peut vraiment être efficace, aller encore plus loin, ça pourrait apporter de l'espoir. Nous attendons le deuxième volet qui concerne les routes des cercles agricoles, l'électricité, l'eau. Et voilà, on touche du bois pour que cela se fasse. Mais nous avons l'honneur et vraiment le plaisir de recevoir pour vous un acteur de développement, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est engagé sur le plan sociétal, mais aussi qui a fait du Congo sa passion, M. Dieudonné Kishi. Il est président du parti politique Congo Positif. Il est chef des travaux à l'université de Kinshasa, doctorant bien entendu, M. Dieudonné Kishi. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, M. Serge. C'est la première fois que nous vous recevons ici. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Il y a des choses que je ne saurais dire ici. Mais le Congo a besoin des hommes comme vous, tout simplement. Vous réfléchissez. Par exemple, vous avez suivi les chefs de l'État et vous insistez, vous martelez sur la nécessité de changer, réviser, je ne sais pas le meilleur terme pour vous, la Constitution de la République. Pourquoi? Oui, d'abord, je dois vous remercier pour l'invitation, parce que c'est la première fois, vous l'avez dit, de venir ici. Et puis, nous devons encourager le président de la République dans la voie qu'il a annoncée, celle de mener quelques activités sur la constitution de notre pays, dans la mesure où, et vous dites pourquoi, où c'est une constitution qui a montré ses limites. Vous savez, cette constitution, nous l'avons eue dans les circonstances que tout le monde connaît, dans les circonstances de guerre. Souvenez-vous de l'accord de Sun City, de la transition de 2003, du référendum, et puis après la population congolaise, entre guillemets, a voté cette constitution au référendum. A voté vert. On avait voté vert. On vote, mais demandez... Parce qu'il n'y avait pas d'alternative, il y avait seulement cette constitution-là. Il n'y avait que cette constitution, il fallait dire oui ou non. Ouais. Mais on disait oui ou non à une constitution qu'on ne connaissait pas, que personne n'avait lu. Et l'UDPS à l'époque s'inscrivait en fond, on disait à boycotter pratiquement et les référendums et les élections. Bien sûr, bien sûr. Donc pour nous, pour moi, je pense que c'est même un réveil tardif de l'UDPS à travers le président de la République, qui d'annoncer une réflexion autour de cette constitution pour la modifier ou la changer. Parce que l'UDPS, vous faites bien de le rappeler, était le seul parti ou la seule organisation politique dans notre pays qui s'était donné la peine d'analyser cette constitution déjà en son temps. Et vous savez que le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, c'était un juriste patenté. Donc il avait eu le temps de lire cette constitution et de trouver qu'elle n'était pas digne d'être une constitution pour notre pays. Et il avait appelé au boycott. Donc, moi, parmi ceux des acteurs, je suis de ceux qui pensaient que la première action de l'UDPS au pouvoir, c'était de changer la Constitution. Parce que cette Constitution, dites-vous, ce n'est pas une Constitution congolaise. D'abord dans son écriture. Sur les 19 personnalités qui ont été choisies
d'écrire la constitution congolaise, il n'y a eu que 6. Les 13 autres, c'est des Sénégalais, c'est des Belges, c'est des ceci, c'est des cela. Donc, déjà ça. Comment avions-nous accepté voilà. Une telle parjure? C'est parce que nous étions dans une dynamique. Il y avait une dynamique de mettre la main sur le Congo. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire récente de notre pays où une rébellion éclate à l'Est. On nous dit qu'on accompagne Mzee Laurent Désiré Kabila. On accompagne une rébellion. Et cette rébellion, lorsqu'elle arrive à Kinshasa, c'est lui qu'on a prétendu accompagner. On lui dit à ceux qui l'accompagnaient que ça n'était suffisant comme ça. Il fallait qu'ils repartent. Souvenez-vous aussi que le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba avait déjà dit à Mzee Laurent Désiré Kabila que les gens qui vous ont accompagné, il faut leur demander une facture, vous payez leur facture et qu'ils rentrent. Très visionnaire, très visionnaire. En ce moment-là, les peuples congolais que nous sommes, nous étions toujours comme nous sommes là. Je ne vais pas donner des qualificatifs, mais vous pouvez comprendre que nous n'avions pas accompagné cette vision du docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba. En ce moment-là, il était incompris. Donc, quand il dit demandez la facture, et Mzee ne comprend pas tout de suite. Du coup, il se crée une séparation entre Mzee et la population. Non. D'abord entre Mzee et Étienne Tshisekedi. Qui a été relégué encore une fois. Voilà, c'est lui qui a donné presque un mot d'ordre pour que Kinshasa accueille Mzee. Lorsque Mzee arrive, le seul fait d'avoir dit demander leur facture, payer la facture et qu'ils repartent. Du coup, on a créé une séparation entre Mzee et le docteur Étienne Tshisekedi. La séparation était déjà consommée parce que Étienne Tshisekedi s'est déplacé pour aller voir Mzee et on lui a pêché par certaines. Voilà, c'est tout ça. Autour de ça, une page d'histoire. Voilà. Étienne Tshisekedi se déplace pour aller voir son frère. Il ne peut pas se voir et ce sont deux révolutionnaires en fait. Parce que ces tandems-là, si on l'avait laissé travailler ensemble, les gens qui voient loin avaient déjà vu qu'il ne fallait pas que ces deux-là soient ensemble. C'est ainsi que, lorsqu'il dit demandez-leur la facture, et Mzee plus tard, il comprend que ceux qui prétendaient l'accompagner ne l'accompagnaient vraiment pas, ils avaient leur propre agenda. Lorsqu'il leur dit, voilà, repartez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Une guerre éclate dans Kinshasa. Donc, 2 août. Le 2 août 1998, la guerre éclate. Alors, quand vous analysez ces faits-là, c'est là où vous vous rendez compte que comment, vous vous posez la question de savoir comment les gens qui n'ont fait que nous accompagner, qui ont dit qu'il fallait seulement, ils accompagnaient Mzee juste pour chasser les maréchals Mobutu. D'où vient que, lorsqu'on leur dit partez, ils créent une guerre. Ça veut dire, ça révèle le fait qu'il y avait un agenda caché. Alors, tout ce qui s'est mis en place après ces phénomènes procède de la domination, procède de la mainmise, du processus de mainmise étrangère sur notre pays pour la domination de notre pays. Et c'est le même processus. Donc, lorsqu'on va maintenant à Sun City, tout ça, tout ce qui a suivi, autant de dialogues, c'était dans cette dynamique et cette constitution, c'est la même dynamique. Donc, pourquoi changer? Mais c'est parce que l'histoire est le lit de la politique. Donc, lorsque vous analysez ces faits-là, vous vous rendez compte que c'est à cause de ça, c'est grâce à ça que cette constitution a été mise en place. Mais pourquoi cette constitution est mise en place? Mais c'est pour empêcher le développement de ce pays. C'est pour empêcher à la souveraineté de ce pays de s'exprimer. Je reviens à ma première question. Vous êtes pour la modification
ou le changement? Moi, je suis pour le changement des constitutions. Parce que dans une constitution, il y a deux choses. Il y a l'écriture, mais il y a l'esprit. L'esprit, c'est cet esprit-là. L'esprit de domination, l'esprit de mainmise, l'esprit de balkanisation. Cette constitution procède du programme qui a été mis en place voici près de 30 ans pour s'accaparer du Congo. Et donc, vous n'avez qu'à voir les choses, l'enchevêtrement de choses telles qu'elles sont faites. Quand vous regardez les systèmes politiques, tout est hybride dans cette constitution. Il n'y a aucune affirmation. Forme de l'État, il n'y a pas. Pas de forme de l'État. Fortement décentralisé. Est-ce que, unitaire, fortement décentralisé. Est-ce que nous sommes dans l'unitarisme? Est-ce que nous sommes dans le fédéralisme? Est-ce que nous sommes dans les... Donc, c'est un monstre. Le grief que vous avez retenu à l'encontre de cette constitution pratiquement. Il y en a plus de 52. Plus de 52 griefs, si vous voulez organiser une émission pendant... On y reviendra. 52 émissions, je viendrai vous épingler quelques-uns. Les griefs historiques, c'est celui que je viens de brosser. Tout à fait. Donc, à partir du moment où c'est un programme qui s'est mis en place quelque part et qui a commencé à s'appliquer en mentant aux Congolais qu'ils venaient chasser les dictateurs Mobutu, alors que derrière ça, il y avait un agenda caché, c'est déjà un motif. C'est déjà un grief. Parce que ce n'était pas des choses qui se sont faites dans la vérité. Les Congolais, pour eux, ils avaient besoin de chasser Mobutu. Souvenez-vous, on disait même un chien pouvait venir. N'est-ce pas? Pourvu que Mobutu parte. Mais lorsque Mobutu part, ceux qui accompagnent Mobutu et qui accompagnent Mzee Laurent Désiré Kabila refusent de partir. Et à partir de ces moments, commencent à s'exécuter les programmes. Avec d'abord le pillage de tout ce qu'ils ont trouvé ici. Voilà, tout ce que nous avons vécu. Donc, ça c'est déjà un motif. Maintenant, lorsque vous rentrez dans le texte, je vous dis, nous sommes à l'article 1er, vous avez déjà le problème de forme de l'État. Un État doit avoir une forme, parce que c'est de cette forme que procède le développement. C'est de cette forme que se déclinent les institutions. C'est de cette forme que le modèle de développement du pays se décline. Parce que si vous êtes un État fédéral, vous avez une façon, vous avez des politiques publiques que vous mettrez en place en tant que tel. Si vous êtes un État unitaire centralisé, vous avez... Donc, c'est déjà ça le problème. Et lorsque vous lisez l'article 1er de la Constitution de notre pays, on vous dit... Le flou artistique, c'est le flou artistique. Donc, tout est hybride. Aucune affirmation. C'est des choses plus ou moins. Lorsqu'on met le régime politique en place, c'est les semi-présidentiels. Les régimes semi-présidentiels. Semi. Tout est moitié-moitié. Donc, le président convoque le Conseil des ministres, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Voilà. Et le Premier ministre qui doit prendre, le gouvernement qui doit exécuter les programmes du chef de l'État, mais en cas d'échec, on frappe le Premier ministre et le cas des Matata. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Où est-ce que le président de la République vient chez nous, dans toutes les provinces ici, il fait des promesses de campagne. Lorsqu'il faut exécuter ces promesses, c'est le gouvernement. C'est quelqu'un d'autre. Et si ça ne marche pas, c'est le Premier ministre. Donc, le président de la République, moi, je pense que c'est plus grave que d'avoir un président de la République qu'on met dans une sorte de tour d'ivoire comme ça, on le protège là-bas, que d'avoir un président qui a le pouvoir, autant de pouvoir pour développer. Le Congo Positif prône pour un président fort. Nous sommes partis d'un président fort au départ de l'action. Président fort, Djalelo et tout ce que vous voulez. Et on a dit, on dilue un peu cette image des présidents. Et vous voulez qu'on rentre en Égypte, monsieur? Non, on ne veut pas qu'on rentre. Au moins, aujourd'hui, on a deux éléments, parce qu'on ne peut comparer que deux choses. Aujourd'hui, on a un président qui était fort, on peut voir les acquis, l'unité nationale. Un pays qu'on n'a jamais agressé. Respecté. Respecté.
Parce que vous avez un président qui n'a pas à pleurer, qui n'a pas à aller à gauche, à droite, qui a le plein pouvoir. Oui. Et aujourd'hui, nous avons le président que nous avons depuis qui négocie tout. Qui doit même négocier la décision de déclarer la guerre alors que l'agresseur est sur son territoire. Alors que George Bush a attaqué. Vous imaginez? Donc, aujourd'hui... C'est expliqué par la suite devant le Congrès. Voilà. Mais c'est un régime présidentiel aux États-Unis. Donc, je vous donne un exemple pour vous dire que aujourd'hui, le président ne peut pas déclarer la guerre alors qu'il a promis. À la moindre escarmouche, l'agresseur est sur son territoire. Imaginez les jours où nous avons un président de la République qui n'a pas une majorité à l'Assemblée, alors que l'agresseur est sur le territoire. Vous faites comment? Il va tout subir. Donc, il ne déclarera jamais. Et ça, c'est votre constitution. Donc, pourquoi on ne peut pas avoir un président de la République qui déclare la guerre à la moindre escarmouche? C'est-à-dire, dès qu'il y a une attaque, du genre, ce qu'on vient de voir le 3 mai dernier, et il réagit sans passer par qui que ce soit. Mais ici, parce que les gens savent ce qu'ils ont fait, ils ont mis ce genre de choses dans notre constitution. Lorsqu'il faut déclarer ceci, il faut d'abord ceci. Et lorsqu'il faut ceci, il faut cela. Rappelez-vous, Tambwe Mwamba et Félix Tshisekedi, à un moment donné. Tout ça, c'est des choses qui procèdent de notre constitution. Joseph Kabila, nous sommes vers les années 2016-2017, et tentative de toucher à la Constitution, lever des boucliers de la société civile, celle-ci en tête, l'UDPS à côté. Et c'est cohérent aujourd'hui que l'opposition d'hier au pouvoir aujourd'hui puisse solliciter. N'est-ce pas là une tentative aussi de manipuler la Constitution en faveur du président? Là, vous avez présenté un aspect, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les dispositions verrouillées qui pourront être déverrouillées en faveur de Félix Tshisekedi, qui peut rester éternellement au pouvoir. D'abord, je dois vous dire que si l'opposition faisait des manifestations contre le fait de toucher à la Constitution, c'était simplement politique. C'était simplement parce que il ne fallait pas, il fallait empêcher un certain nombre de choses. Joseph Kabila de prendre le 3e mandat. Voilà. Voilà. Joseph Kabila ne pouvait pas prendre un 3e mandat parce que c'était écrit dans la Constitution que personne ne peut prendre un 3e mandat. Et si jamais on l'a changé? Tout ça, c'est des fétichismes qui a été créé autour de notre Constitution. C'est des fétichismes. Ça procède du fétichisme qu'on a créé. Touche pas à ma Constitution, touche pas. Mais touche pas à ma Constitution, même pour des choses qui plaident elles-mêmes pour qu'elles soient modifiées, qu'elles soient changées. On y avait quand même touché parce que... Et après, qu'est-ce qui se passe? On a quand même touché à cette constitution que nous avons. Ce n'est même plus la constitution de 2006, c'est la constitution de 2011. Parce que la volonté, une partie de la volonté du peuple a été pratiquement modifiée. Sans référendum. Sans référendum, sans même poser la question. Personne ne savait même qu'on l'a fait. Ça s'est fait dans la douceur. C'était correct. C'est une entorse, ce n'est pas normal. Parce que quand vous voulez toucher à une constitution, c'est vrai, la constitution a prévu des mécanismes qui ont été utilisés, les mécanismes parlementaires, mais sans presque jamais informer. Les gens se sont juste aperçus qu'ils ne pouvaient plus aller à 2 tours d'élection. Maintenant, c'est un seul tour. Pas de débat. Aucun débat. Le président peut révoquer le gouverneur. Voilà. Par la loi. On a ajouté de nouvelles choses, on a modifié des choses sans que le peuple soit au courant. Donc, il n'y a pas d'agenda caché. C'est pour vous dire que... actuel. Non, ça c'est le fétichisme. Vous savez, quand le président de la République, je ne suis pas son porte-parole, mais j'imagine. J'imagine. Quand il dit qu'il met en place une commission pour réfléchir, c'est pour que demain on lui dise, si on doit toucher à la Constitution, voici ce qui est faisable, voici ce qui n'est pas faisable. Mais si on doit changer la Constitution, voici les options fondamentales, les acquis que nous ne pouvons pas modifier. Pour moi, parmi les acquis, c'est fait
lever une option que celui qui a déjà été président de la République 2 fois dans ce pays ne peut plus l'être. Je parle pour rassurer l'opinion. Pour rassurer, parce que c'est ça la crainte générale. Mais si ce n'est que ça, mais on lève l'option, la commission lève l'option pour que on ne puisse pas toucher au nombre de mandats, à la durée des mandats par exemple, mais qu'on touche à autre chose, à tous les autres problèmes. Alors, dans ce cas, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila pourrait redevenir candidat, briguer d'autres mandats. Ça, ce sont des options politiques. Macky Sall a essayé ça au Sénégal. Ça n'a pas marché. Tout président qu'il était. Ça veut dire que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila peuvent tenter, ça ne va pas marcher. Tout simplement. On a peur. Au Sénégal. Nous sommes le Congo. Nous sommes le Congo. Je pense que le Congo, c'est le Congo. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est des options que nous pouvons lever. C'est des options politiques dont il ne faut pas avoir peur. Parce que dans ce pays, lorsque le peuple s'est levé, c'est la volonté populaire qui s'est manifestée. Donc aujourd'hui, tout acteur politique conscient ou consciencieux, il sait que toucher au nombre de mandats, déverrouiller l'article 220, ce n'est pas acceptable. Mais si ce n'est que ça, mais on rassure l'opinion et on modifie la Constitution en remettant ces choses-là. Et si c'est la tête de Joseph Kabila et la tête de Félix Tshisekedi qu'on ne veut pas avoir après, mais on lève ces options à l'occasion de cette réflexion-là, de la commission dont le président a parlé, on met ça également parmi les options fondamentales, on les coule dans les textes constitutionnels et l'affaire est terminée, mais on règle les autres problèmes qui font le lit de la domination étrangère sur notre pays. Le caractère discriminatoire de cette constitution dans ces cas de figure sera toujours relevé par les tenants de tel camp politique. Toutes les lois sont discriminatoires. Toutes les lois. Quand nous sommes allés aux élections, on a dit les militaires, les ceci ne peuvent pas alors qu'ils sont congolais, par exemple. Donc, toute loi est discriminatoire. Je pose la question aux scientifiques. Je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'université de Kinshasa, en sciences politiques, et vous êtes vous-même doctorant, donc on vous souhaite beaucoup de chance. Merci. On voudrait vous lire avec plaisir. Et dans quel but? Quels sont les bénéfices qu'on pourra gagner dans cette démarche-là? Changer de constitution aujourd'hui? Je préfère que les scientifiques parlent d'abord, avant les politiciens. En tout cas, chaque fois que je parle constitution, je fais un effort pour être le plus objectif possible parce qu'il s'agit de ma nation. Une nation, lorsqu'elle ne marche pas, je suis frappé. Les miens sont frappés, l'ensemble est frappé. Donc, à un moment donné, nous qui sommes en politique, nous devons, en même temps scientifiques, on devait être mis à contribution parce que nous savons faire ces distinguos-là. Ici, parlant de la Constitution, je vous dis, je ne fais pas parler mes émotions. Mais j'analyse la société, je vois que les régimes présidentiels que nous avons eus par le passé a mieux donné, a fait respecter, a maintenu notre pays dans l'unité et dans la dignité que les régimes hybrides que nous avons aujourd'hui. Donc, une constitution qui n'affirme pas les grands engagements d'un État n'en est pas une. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce qu'il fallait contenter les gens. C'est une constitution qui a été écrite pour contenter les gens. Ça veut dire, on l'appelle aussi autrement, cette constitution, on l'appelle autrement la constitution des compromis. Des belligérants. La constitution des belligérants. Mais est-ce que nous sommes encore dans les cas de belligérance aujourd'hui? La belligérance est derrière nous. Donc, depuis 2019, nous avons connu l'alternance, mais il faut qu'il y ait une constitution qui accompagne l'alternance. Parce que celle-ci, elle a bien fait d'accompagner la belligérance jusqu'à mettre cette belligérance de côté. Dieu merci, mais la mission est terminée. Donc, encore une raison pour modifier cette constitution. Donc, pour nous, aujourd'hui, l'essentiel, c'est de rassurer les Congolais sur ce qu'ils considèrent comme des acquis auxquels on ne peut pas toucher, c'est-à-dire les nombres
et la durée des mandats du président de la Et République. surtout renforcer les pouvoirs. Mais il faut renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez à Kinshasa ici. le Premier ministre dans ces cas-là. On n'a pas besoin d'un Premier ministre. On n'a pas besoin d'un Premier ministre aujourd'hui dans ce pays, tel que la situation se présente. On en a deux actuellement. Vous avez, oui, on en a deux. Et vous avez vu, dites-moi depuis 2006, quel est le Premier ministre qui est passé dont vous avez retenu l'action dans ce pays? L'action d'un Premier ministre. Vous allez me dire, Matata a fait les bâtiments intelligents. Mais les pays, ce n'est pas Kinshasa. Je vous dirai, le même bâtiment intelligent, il est dans combien de provinces? L'université à Kindu. Ça, c'est pour lui. C'est pour lui, c'est son université. Quel est le Premier ministre depuis 2006 à aujourd'hui qui a marqué nos vies? Personne. Parce que la Constitution ici ne le lui permet pas. Désolé Kishi, Goma a été attaqué, pilonné. Et au vu et au su, j'ai lu le communiqué de la représentante du secrétaire général des Nations Unies qui rappelle à la RDC la responsabilité de porter plainte et de se défendre, alors que la MONUSCO est là pour accompagner et notamment agir, parce que elle a mandat d'agir, de frapper. Alors, silence radio, le Congo pleure encore une fois, et en dehors des déclarations de bonnes intentions des ambassades, mais pas grand-chose. Celui qui a l'ennemi n'est pas le responsable, ne sont pas identifiés et personne n'est arrêté et personne n'est jugé. Et jusqu'où nous allons continuer avec cette façon de faire? Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas arrêter. Pourquoi? Parce que du côté du Rwanda et tous ceux qui les soutiennent, ils ont mis en place un programme qui, aujourd'hui, on est à 30 ans, et qui s'exécute chaque jour. Mais de notre côté, il n'y a pas une politique de déprogrammation de ces programmes qui a été mis en place. Tout le monde parle de balkanisation. Tout le monde... Les choses, c'est... Aujourd'hui, on peut nous tuer comme on nous tue là. Mais ça passe comme un épiphénomène. Pourquoi? Parce que ici, dites-moi, vous êtes journaliste, où est-ce que les task force liées à tout ça se tient? Le problème, c'est que, on a fait de cette question une question gouvernementale. N'est-ce pas? C'est le gouvernement. Vous voyez, quand il y a tout ça, c'est le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de l'action. D'une part, mais d'autre part, ce n'est pas une question gouvernementale. Parce que la question gouvernementale, telle que cette question ici, depuis qu'elle a commencé, c'est le gouvernement qui n'a pas donné de suite, qui n'a pas donné de réponse plausible jusqu'ici. Parce qu'on pense que c'est une question politique, c'est une question diplomatique, c'est comme ça que vous parlez des institutions internationales, c'est une question diplomatique et puis militaire. Non, non, cette question de l'Est, cette question est allée au-delà, merci, c'est allé au-delà de, comment on appelle, au-delà du gouvernement. Parce que il faut aujourd'hui réunir ce que nous voyons ici. C'est le fruit de beaucoup d'intelligence. Pour mettre en place un programme comme celui-ci, l'exécuter comme le Rwanda est en train de l'exécuter, c'est un travail, c'est des lobbies, c'est un travail qui a été fait. Maintenant, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes au-delà du gouvernement. Parce que le mauvais caractère du gouvernement, c'est quoi? C'est qu'il est changeant. Donc, la stratégie gouvernementale qu'on va mettre, qu'on a mise en place quand le président de la République a pris le pouvoir, face à la question de l'Est, et son exécution, ce caractère gouvernemental s'est arrêté au fur et à mesure qu'on a changé des hommes au gouvernement, dans l'armée et dans la diplomatie. Combien de ministres des Affaires étrangères on a eu depuis que cette question a commencé? Mais regardez de l'autre côté, de ceux qui nous font la guerre. C'est combien de ministres? M. Kiwabo qui est parti à la francophonie. Et depuis lors, ils ont toujours le même ministre.
qui conduit la Et qui politique. continue la politique au niveau même de la francophonie. Vous 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 avez rendez vu la compte? réaction des pays. Aujourd'hui, la crainte, je vais le dire à la télévision, aujourd'hui, la crainte que nous avons aujourd'hui, avec la dynamique que de Félix Tshisekedi a donnée face à cette guerre, la crainte que nous avons, c'est laquelle? Nous, comme scientifiques, c'est que Tshisekedi parte du pouvoir et que Kagame reste au pouvoir. Et Kagame, un bon stratège, sait que dans 3 ans, 4 ans, Tshisekedi va partir. Et lui restera. On nous fait obligation d'être démocrate. Aujourd'hui, ceux qui se préparent dans les laboratoires de l'autre côté pour s'assurer qu'il y a un président de leur obédience, ce qui s'est fait, ce n'est peut-être pas. Je suis sûr que de ce côté-là, on réfléchit déjà sur cette question. Qui pour remplacer Tshisekedi et ne pas nous faire la misère? L'enfer, c'est les autres. Là, vous êtes en train de nous démontrer, mais nous sommes responsables de notre destin. Qu'est-ce que le Congo Positif propose? Que devons-nous faire pour déprogrammer, pour emprunter il faut une équipe de déprogrammation. Nous avons des grandes décisions que nous devons prendre. Aujourd'hui, face à la guerre, parce que c'est un programme, est-ce que nous avons besoin de changer tout le temps de président, qui s'appelle Kabila, qui s'appelle Tshisekedi? Ah, je vous vois venir. Non, parce que je vous dis, imaginez la dynamique d'aujourd'hui face à la question de l'Est. Et que dans 3 ans, c'est connu, dans 3-4 ans, le mandat de Tshisekedi va s'arrêter. Avec interdiction de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté du Rwanda, tout ce qu'ils ont programmé est en place. Mais du côté du Congo qui est agressé, tout ce qu'on peut avoir programmé tombe en désuétude. Donc on trouve un stratagème, un moyen pour maintenir est-ce que face à cette question, on ne peut pas trouver un consensus? Les politiques congolais sont capables de ça. Depuis 60, la table ronde de 60, le consensus, excusez-moi, c'est pas la tacité des politiciens congolais. Oui, non, on a eu des consensus, hein, on a eu des consensus. Saint-Sylvestre, tout ça, à la manière, même si la Saint-Sylvestre a violé de manière ostentatoire l'article 5 qui parle de la souveraineté du peuple congolais, ils se sont réunis là-bas, ils ont pondu des choses, des accords qui sont venus supplanter la Constitution. Mais vous ne pensez pas que ça a sauvé le pays? Si, en tout cas, face à cette situation, on a besoin d'un consensus. Face à cette situation ici, parce que le temps, c'est un élément extrêmement important qui est mis en place de l'autre côté par rapport à la guerre. Mais la question, le politique congolais, vous faites partie de cet échiquier, sont-ils capables de cela, de se mettre d'accord? Ils peuvent. Je connais non, je peux, à part ceux qui travaillent pour l'étranger, parce qu'il y en a parmi nous qui sont envoyés pour l'étranger, par l'étranger. À part ceux-là, qu'on connaît aussi. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de Congolais parmi les acteurs politiques qui sont prêts à créer un consensus autour de cette question. D'abord, c'est une question qui ne peut pas durer. Je vous dis, le jour où le Rwanda va se rendre compte que les Congolais ont compris la notion, ont compris que c'est avec le temps qu'ils sont en train d'être agressés. Donc l'État est un allié pour ceux qui nous agressent. Et que le changement d'acteur est aussi un facteur favorisant, un facteur de faiblesse. Si nous résolvons ces 2 problèmes de notre côté, vous allez vous rendre compte que cette question sera résolue parfois même sans tout ça. Est-ce que cette démarche est-elle différente de ce que le professeur Bouchab a tenté il y a quelques années avec sa publication sur le prolongement du mandat? Est-ce que ce n'est pas la même démarche ou sinon il y a une nuance par rapport à ce que vous proposez? Mais vous comprenez vous-même que, je vous ai dit tout à l'heure que cette constitution a une intelligence que nous ne maîtrisons pas, qui n'est pas la nôtre. Ceux qui nous font la guerre savent que dans ces pays, ils auront toujours un président pendant 5 fois, pendant 10 ans.
Donc, s'il a 2 mandats. Et donc, à l'occasion de ces changements-là, on peut faire des choses. Et cela devient une faiblesse pour nous. Ça devient une faiblesse. Il faut changer. C'est une faiblesse pour nous. Qu'on soit dans la continuité et qu'on lutte à armes égales. Oui. Quelque part, il nous faut des choses comme ça. Maintenant, il faut une intelligence pour que s'il faut toujours qu'il y ait des successions comme ça au niveau des animateurs, mais qu'il y ait une intelligence dans la passation des actions. Une certaine intelligence. Et qu'il y ait une constance aussi. Parce que si chacun vient avec ses idées, à chaque changement, ça fait le lit de ceux qui agressent. Parlons de votre parti, votre cher parti Congo Positif, qui est vraiment dans la logique, je m'imagine, socio-démocrate, parce que vous luttez contre le chômage, vous voulez donner du travail. Parlez-nous un peu brièvement l'historique et puis des objectifs de ce parti. Bon, c'est un parti fruit du constat, du fait que vous êtes parents, les caméramens est parents, Jean-René est parent, moi je suis parent, beaucoup de gens sont des parents dans ce pays. Alors, il s'est fait que tous, nous envoyons les enfants à l'école, nous faisons tous la même chose, mais nous ne savons pas, chacun, qu'est-ce que nos enfants deviennent. On fait tous la même chose. Même sacrifice, tout ça pour faire étudier les enfants, mais tous nos enfants tombent dans l'océan du chômage. Alors, dans quel pays les enfants vont en chômage? C'est dans un pays nanti de tout, un paradis sur terre. Béni des dieux. Béni des dieux, mais où vous avez tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas un seul chômeur dans ce pays. Un pays où on peut même importer la main-d'œuvre. La seule chose que nous pouvons importer, ce n'est pas le poisson qu'on importe là. C'est la main-d'œuvre pour nous aider à exploiter la terre et ne pas avoir des espaces vides qui font l'objet des incursions, des agressions comme on voit aujourd'hui. Et donc, l'idée pour nous, c'est ça. Nous sommes partis de là pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'exalter le travail. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que l'article 36 de notre Constitution soit appliqué. Et c'est l'article 36 qui est le plus ignoré de tous les Congolais et de tous les dirigeants. Informez-nous. L'article 36 dit que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État, bon là je paraphrase. J'espère que le ministre du Travail vous écoute. Et que l'État doit protéger les Congolais contre le chômage. Mais le même État qui doit protéger les Congolais contre le chômage, c'est celui qui importe les Thomson. C'est celui qui importe qui achète le Thomson dans l'eau à 6 millions de dollars. Voilà, alors que les poissons, jamais arrivé ici. Alors que les poissons meurent de vieillesse dans nos eaux, lac Tanganyika et tout le reste. Voilà l'État. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de forces qui s'élèvent politiquement pour sensibiliser, pour faire appliquer l'article 36? Vous avez quel moyen pour... La parole, les idées. C'est tout ce que nous avons. Et puis les nombres, la masse. C'est tout ce que nous avons comme moyen. On y reviendra, émission spéciale, promettez-nous, sur le Congo Positif, parce que je sens qu'il y a beaucoup à entendre. Mais vous êtes, monsieur de Blanquichi, un notable de l'espace Kassai. Ouais. Je salue en passant Denis Kambaï, qui est aussi très engagé dans ces sens. Tolowa Majondo. Oui. Mais les Kassai, j'épingle un aspect. C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Tolowa Majondo. Oui. L'ancien gouverneur honoraire. Alors, et le Kassai dans le noir dans son ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec le barrage hydroélectrique de Katende? La chute est là, l'eau est là, les infrastructures même, le chef de l'État a été là, même si piqué par des abeilles, je ne sais pas pourquoi. Les inaugurations sont faites, je vous complète. Mais l'ampoule ne s'allume toujours pas. Qu'est-ce qui se passe, les grands notables? Bon, ce qui se passe, c'est que d'abord, c'est une situation malheureuse de constater qu'un espace aussi grand, aussi important que cela, soit celui qui, au XXIe siècle, aujourd'hui, ne soit pas électrifié.
Alors, c'est comme ça que nous pensons que ce qui se passe, avec ce qui se passe, les options qui ont été levées n'ont pas permis de donner l'électricité. Et ça, c'est depuis des années, hein, depuis Codesco, avant même Codesco, tout ça. C'est-à-dire quoi, les études n'étaient pas à la hauteur? Non, je pense que c'est... On connaît, les études ont donné des chiffres. On connaît les chiffres. Les chefs coutumiers étaient fâchés. Tout ça dedans. Tout ça dedans. Je pense qu'aujourd'hui, ces travaux-là ont besoin... parce qu'on a donné aux entreprises, on a fait dépendre ces travaux des ministères. Du ministère de l'énergie, du ministère de je ne sais pas de quoi. Et ça n'a pas donné. On doit faire quoi maintenant? Maintenant, je pense que le président de la République doit s'approprier parce qu'il est quand même le fils du Kasaï. Même Jésus avait chez lui. Jésus venait de Jérusalem. C'est ça, Nazareth. Nazareth. Jésus est de Nazareth. Donc, il est de chez lui. Le président Tshisekedi est du Kasaï. La crainte que j'ai en ce moment, je pense que c'est une crainte qui est fondée et formulée par tout Kassaïen. C'est de voir le président de la République quitter son pouvoir sans électrifier cet espace. Ce sera grave. Voilà pourquoi je suis aussi ici dans votre émission pour lancer un appel au président de la République pour qu'il essaye quelque chose de nouveau. C'est-à-dire? La chose nouvelle que je propose en toute humilité au président de la République pour le bien du Kasaï. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le Kasaï parce que si ces barrages des KTND fonctionnaient, il y a aussi une partie du Bandundu qui va être concernée. Et donc, je suis venu ici prier le président de la République d'essayer de mettre en place un comité de pilotage des travaux de chute KTND. Comité de pilotage. Un comité de pilotage. Qui aurait comme mission? Qui aurait la mission, d'abord, de faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait? Jusqu'ici, qu'est-ce qui est fait? Deux, identifier des problèmes. Pourquoi, depuis tous ces temps, toutes les tentatives qui ont été faites n'ont pas permis d'allumer l'ampoule dans l'espace Kasaï? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la machine tourne? Est-ce que le courant, l'électricité est-elle produite? On n'en est pas arrivé à ce niveau. On est encore à la phase de construction et construction inachevée. Donc, c'est aussi identifier les travaux qui ont été faits. Jusqu'à quel niveau ils sont? Le matériel qui a été acheté, il est où? Qu'est-ce qui a été acheté? Qu'est-ce qui manque? Les gens qui ont travaillé dans ces projets, sont-ils payés ou pas? S'il y en a qui ne sont pas payés, qu'est-ce qu'il faut faire pour les désintéresser? Les compagnies étrangères, parce que la dernière, c'est la compagnie et les banques chinoises. Combien ils ont mis là-dedans? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour leur rembourser leur argent? Ne pas avoir de problème avec eux, mais se donner la possibilité de faire des travaux. C'est ce que je suis venu proposer au président de la République. Le comité de pilotage comme moyen de relancer la machine. Justement. Mais avec, où est-ce que ce comité puisera de l'argent, le moyen toujours dans le... je ne peux pas, moi je me propose, excusez-moi, je pense que c'est votre droit. Faisant cette proposition au président de la République, je me proposerai d'être membre de ces comités de pilotage. Et pourquoi pas l'animateur principal de ces comités de pilotage. Et c'est dans ce travail-là que je trouverai le moyen. Je sais où est-ce que nous allons prendre de l'argent, non seulement pour rembourser aux Indiens, aux Chinois, aux autres qui ont eu à travailler, à prester là-bas. Tous les engagements, on les identifie, on les inventorie et on y répond. Et puis on trouve également, je sais également trouver l'argent qu'il faut pour la construction, les transports et la commercialisation de
Quelque chose d'assez léger, courant. parce que le secteur a été libéralisé, donc bien entendu, ces comités de pilotage seraient le bienvenu et apportera des solutions, on l'espère, mais que les autorités locales, traditionnelles, même la population, se plaint, d'où comment le bataillon l'attaque des abeilles, c'est que le chef n'était pas content. Chef traditionnel. Voilà, ça fait partie des problèmes. Ça veut dire nous sommes africains. Parce que je commencerai par identifier les problèmes. Ça veut dire que je me souviendrai du fait que le président de la République avait été attaqué par les abeilles. Qui ont fait ça? Ce sont les chefs coutumiers. Je me souviendrai que le général Kassongo, non, le général Kanyama a fait 2 semaines à l'hôpital parce que piqué justement par ces abeilles. Maintenant, dans ma recherche de solutions, je m'intéresserai à ça, je chercherai à savoir pourquoi ils ont fait ça. Et vous savez, quand vous voulez, bon, je ne vais pas décliner ma stratégie ici, mais je pense en toute humilité que placé au comité de pilotage des travaux de chute Katende, je donnerai, avec le président de la République, nous donnerons la possibilité au Kasaï d'être électrifié. Nous le souhaitons au peuple du Grand Kasaï et pourquoi pas de provinces environnantes parce que sans électricité, vous le savez comme moi, il n'y a pas de développement. Monsieur Dieudonné Kishi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous donne l'occasion de la clôturer. Je vous remercie beaucoup. C'est la première fois que je suis venu. J'ai vu que tout est bien ici. Et puis, la manière, je vous félicite également, la manière de faire ces débats, cet échange. C'était vraiment un bâton rompu, comme vous l'avez dit en début d'émission. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à nos amis qui sont derrière les machines, les caméras et tout le reste. Je me veux un abonné de cette émission, de cet espace. Donc, chaque fois que vous aurez besoin de moi, n'hésitez pas. Le plus souvent parce que le Congo a besoin des gens qui réfléchissent, pas seulement ceux qui crient et dansent. Donc, fidèles téléspectateurs, il a été question du Congo vu par Dieudonné Kishi, qui est président du parti politique Congo Positif, chef des travaux à l'université de Kinshasa, donc sciences politiques, et puis doctorant dans la même faculté. Merci à vous d'être là, merci à l'équipe. Continuez à nous suivre sur Antena, la chaîne des références, et pourquoi pas Aurélie. Merci d'avoir été là. Salut, portez-vous bien et à très vite.